passe. J'aimerais que nos téléspectateurs comprennent d'où vous parlez, vous, aujourd'hui, dans cette émission. Depuis quand êtes-vous devenu le chargé de mission du président de la République? Assez récemment, hein, oui. Assez récemment, parce que la mission, la fonction du chargé de mission du président de la République a un champ d'action assez large. Mais effectivement, je vous l'accorde, c'est depuis très peu, depuis les mois de novembre. Oui. Juste par curiosité, vous l'avez de plus en plus de Djibouti. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Écoutez, de mon point de vue, il s'y passe de très belles choses à Djibouti. Effectivement, si certains de nos concitoyens s'attellent dans un déni de beaucoup de choses, en ce qui concerne le progrès social, le progrès économique, etc. Bien évidemment, on leur reconnaît qu'il y a encore des efforts à faire, comme n'importe quel pays. Mais je vous rassure, à Djibouti, c'est une très belle population. Oui. C'est également la volonté d'investir, c'est également la belle diversité que nous essayons de défendre avec tant bien que mal, parce que on évoquera, je pense tout à l'heure, cette situation là où on essaye de briser justement la concorde nationale. À Djibouti, de mon point de vue, du point de vue d'une majorité de mes concitoyens, oui. Il s'y passe des belles choses. Il s'y passe des belles choses. Il ne faut pas oublier qu'il y a 12 années de précarité, d'une situation économique du pays extrêmement chaotique. Quand on voit aujourd'hui une jeunesse sans alternative, quasiment brisée, quand nous voyons les adultes écrasés par le poids du chômage et de la précarité, la police, les institutions publiques complètement effondrées, etc. Je pense que ce n'est pas pour autant que les Djiboutiens prendront vraiment acte de cette date et iront voter. Et je pense que la grande méfiance... Vous misez aussi sur le boycott et que les Djiboutiens boycottent l'abstention. Bien sûr. C'est ça. Quels sont les autres leviers que vous avez? Donc les images de manifestants qu'on voit gazés comme ça, d'opposants qui ont des coups partout, des personnes tuées par balle, par la police, ce sont des images qui viennent d'où alors? Tout dépend de quelle manifestation, à quelle manifestation vous faites référence. Oui. Est-ce que ce sont des manifestations récentes? Est-ce que oui, ce sont des manifestations... les dernières images qu'on a vues dans votre pays. Du 21 décembre. Oui. Il faut en fait savoir aujourd'hui par rapport à cette situation que je considère, je ne suis pas le seul, assez tragique malheureusement. Oui. On ne peut, de toute façon, personne ne peut se réjouir des blessés ou des morts dans un tel conflit qui peut opposer des citoyens parfois un peu énervés, c'est leur droit, avec en face bien évidemment des gens issus de l'ordre public et oui. Qui dans un premier temps n'étaient pas armés. En tout cas, ce qui s'est passé est extrêmement malheureux, c'est un sujet sur lequel d'ailleurs le Premier ministre, comme pas mal d'acteurs djiboutiens de la majorité se sont prononcé. Mais néanmoins, par rapport à ce qui s'est passé, on peut dire que Djibouti, sans entrer trop dans les détails, parce oui. Qu'aujourd'hui, il y a une procédure qui suit son cours. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus, juste par respect de cette procédure. Mais tout simplement, tout ce que je peux dire en résumé, c'est que Djibouti a échappé quand même à une espèce de volonté insurrectionnelle pour déstabiliser ce pays. Après, ça n'excuse pas ce qui s'est passé, bien évidemment, mais il y avait une toute autre volonté par rapport à ce qui a pu être publié, dit sur les ondes des radios ou sur les plateaux des télévisions. Je pense qu'il faut considérer cela, et d'autant plus, cela s'est passé dans un contexte où Djibouti fait face à une menace terroriste. Il y a eu un décret qui a été voté, comme à Paris, suite oui. aux attentats oui. de Paris. Je pense que ça a été responsable de chercher, je vous parle par rapport au gouvernement, oui. de rechercher ce maintien de l'ordre public, la sécurité des citoyens et du territoire. Je pense que tout le monde doit s'atteler à respecter. Donc, pas du tout. De toute façon, comme vous pouvez le savoir, la modification de la Constitution pour permettre la présidence à vie d'Ismaël Omar Guelleh a été largement rejetée par la majorité de l'opposition. Et aujourd'hui, bien évidemment, cette échéance électorale pour nous, partis de l'opposition, notamment pour le mouvement des Républicains solidaires ainsi que le collectif pour la démocratie à Djibouti,
et pour les autres aussi partis au mouvement politique, n'y prendront pas part, parce que cette espèce de mascarade n'a pas du tout lieu d'être aujourd'hui dans une phase où on réclame partout la démocratie, etc., etc. Je pense que ce fut une grande vraiment erreur du président de la République d'avoir voulu modifier cette constitution qui lui permet aujourd'hui une présidence à vie. Vous êtes en train de m'expliquer que, en fait, ce qui s'est passé à Balbala, c'est juste que il y a des gens qui étaient dans une situation insurrectionnelle et que, en application d'une loi contre le terrorisme, les forces de sécurité de votre pays ont tiré sur leurs propres concitoyens. Ça, c'est ce que on a essayé de faire de dire sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est des bonnes guerres en ce qui concerne les membres de l'opposition qui est l'USN. Mais le fond de cette réalité est tout autre. Je pense qu'on ne doit pas... on doit chercher tout le temps à être objectif dans ces genres de situations, parce que ce n'est jamais bon pour le pays, et à la fois de donner une très mauvaise image, surtout dans une situation où nous avons besoin de beaucoup d'investisseurs. Mais il y a des réalités qu'on ignore. Je pense que vous qui êtes à Paris, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui de façon très certaine que les choses se sont passées de la façon dont vous dites. C'est pour ça que je me réjouis de vous avoir sur ce plateau et que je vous pose en direct la question. Vous qui êtes proche du pouvoir, vous savez au moins ce qui s'est passé. L'opposition de votre pays, parce qu'il faut que les gens comprennent, l'opposition de votre pays dit qu'il y a une cérémonie religieuse, mais le pouvoir a tellement peur des regroupements aujourd'hui que le pouvoir va envoyer des forces de police. Ces forces de police vont être débordées donc par le refus de ces personnes qui organisent cette cérémonie religieuse, et à partir de ce moment, on va déployer l'armée, et l'armée va tirer sur les gens. On parle de 30 morts, c'est quoi le bilan? Non, c'est absolument faux. Le bilan, c'est combien chez vous? D'après le communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, il y a eu 7 morts, dont malheureusement une jeune fille de 6 ans. Par rapport à cette situation, je pense, comme je vous l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure, en résumé, il y avait une action qui a été quand même assez organisée. Effectivement, c'est extrêmement malheureux ce qui s'est passé, mais néanmoins, il faut ne pas perdre, il faut garder en conscience qu'il y a eu certaines indulgences de la part du gouvernement en essayant à chercher un consensus par rapport à cette organisation-là, qui ne devait déjà pas se passer sur les lieux où il y a eu cette tragédie, ce que je peux estimer de tragédie, mais qu'il fallait essayer de chercher un consensus, c'est ce qui a été proposé d'ailleurs aux organisateurs de cette manifestation religieuse, un autre endroit, etc. Donc il y a eu un refus. Il faut savoir que de toute façon, la première fois où la police s'était rendue sur les lieux, c'était un petit groupe de 5 ou 6 personnes qui étaient là-bas, pas dans le cadre d'une répression comme on a pu l'entendre, mais pour arriver à trouver un consensus et également faire respecter le décret de manifestation publique, le décret qui interdit toute manifestation publique. Voilà, donc effectivement, on a voulu respecter cette organisation-là. Et ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Il y a eu quand même en face des gens qui étaient armés. Monsieur Alexis Mohamed, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a parmi les victimes un enfant de 6 ans. De 6 ans, tout à fait. Par balle perdue. Oui. Un enfant de 6 ans ne peut pas être armé, on est d'accord? Par balle perdue. Par balle perdue. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas de quel côté vient justement cette balle-là. Bon, mais néanmoins, expliquez-moi comment le gouvernement de votre pays décide alors de ne pas rendre les corps aux parents des victimes, et décide d'enterrer les victimes à la hâte. C'est pour cacher quoi? Ce n'est absolument pas les vrai corps du sont tout. Où alors? Et d'ailleurs, je ne sais pas, puisque vous suivez assez bien les réseaux sociaux, tout ce qui s'est dit, même très récemment, il y a 3 jours,
on a découvert, même si on savait qu'il y avait toute une machine de propagande derrière cette situation malheureuse, parce que certains ont voulu en profiter. Il y a eu quand même pas mal de vidéos, pas mal également de photos qui ont été prises sur des autres conflits en RDC, vous parlez etc. Des images venues de la Centrafrique que certains opposants ont voulu faire passer comme des images de personnes tuées dans votre pays à Djibouti. Il y a d'autres images qui viennent vraiment de Djibouti, qui sont datées et dont on sait que ça vient de votre pays. Je sais, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer de résumer notre pensée. À Djibouti, vous dites, il ne se passe absolument rien, c'est un pays merveilleux, on ne tire pas sur les opposants, on ne les emprisonne pas. Daher Ahmed Farah, où est-il ? Aujourd'hui, Daher Ahmed Farah fait partie, moi je ne suis pas le ministère de la Justice. Oui. Je suis ici depuis maintenant 2 semaines, 2 semaines passées, donc ce qui a pu se passer avec ce monsieur-là, je ne pourrais pas aujourd'hui vous apporter des éléments et des réponses. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, non ? Je connais, je l'ai rencontré effectivement une fois. Quand vous dites assez bien, c'est un peu exagéré. Vous étiez membre de l'opposition avec lui quand même, non ? Non, c'est là où il faut faire la distinction. Moi, très personnellement, d'ailleurs, je l'ai évoqué il n'y a pas longtemps en disant, vous savez, à Djibouti, il y a cette façon de confondre beaucoup de choses. Moi, j'ai essayé il y a quelques jours d'apporter justement cette nuance sur la radio Nantes en disant que le fait que vous ayez des divergences politiques avec n'importe qui d'ailleurs, et le fait de partager un espace public d'expression ne fait pas de vous forcément un groupe appartenant. Enfin, un individu appartenant à un groupe. Effectivement, c'est toujours bien d'échanger avec ses compatriotes, que ce soit sur la question économique, sur la question politique, etc. Donc, sortir de ces sectarismes, forcément, peut vous amener à rencontrer des autres individus, des autres concitoyens, de la diaspora, etc. Mais donc, vos concitoyens, je vous coupe, pardon, parce qu'on doit conclure cette émission. Donc, vos concitoyens qui disent que vous étiez un opposant et que vous avez changé Kazakh, ils ont tout faux. Non seulement, c'est pas parce qu'ils ont tout faux. Je viens de vous parler de divergences politiques. Mais avoir des divergences politiques ne fait pas de vous... vendredi. La quête de démocratie, on en parle encore un peu comme ce qui se passe à Djibouti depuis quelques semaines, depuis la manifestation monstre du 18 février. Pour en parler sur ce plateau, l'opposant djiboutien Alexis Mohamed est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Le 18 février, la République de Djibouti est en quasi siège, d'état de siège. Le parti de l'opposition de l'intérieur, comme nous on appelle, est complètement bâillonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette réalité-là, on ne peut pas non plus la négliger. Aujourd'hui, on ne peut pas non seulement se mobiliser, mais aussi prétendre à drainer derrière nous la population du simple fait qu'on ne peut aujourd'hui nous garantir aucune manifestation. Dans la passe, mais cela ne veut pas dire que nous laissons tomber, bien au contraire. Je pense qu'il y aura un fort taux d'abstention et cela nous donnera raison. Je pense que l'élection qui aura lieu sera extrêmement illégitime. Et je pense que le rejet va continuer. On a beau dire qu'il y a tel ou tel événement que que le président sortant organise ces derniers temps. Il s'est investi énormément dans les poses de pierres pour des projets extrêmement virtuels. Non, je pense que la réalité n'échappera pas du tout à la population et je pense que cette illégitimité-là aura de fortes conséquences sur les prochains mois à venir. Mais pourquoi pas aujourd'hui avoir un double langage et à la fois être passif devant la situation djiboutienne et à la fois être assez réactif, notamment en ce qui concerne la Libye. Alexis Mohamed. Est-ce que vous êtes ici ? Alors aujourd'hui, en fait, moi je m'appelle Alexis Mohamed, je représente le MRS, mais aujourd'hui particulièrement dans cette organisation-là, dans cette mobilisation-là du moins, organisée par la diaspora londonienne, du moins djiboutienne mais vivant à Londres, est une mobilisation donc qui conteste bien évidemment déjà avant tout la venue d'Esmaïl Omar Guelleh ici à Londres aujourd'hui dans les cadres a priori économiques. Et donc aujourd'hui nous sommes mobilisés ici non seulement
pour dénoncer le mensonge, puisqu'à Djibouti, il n'y a pas du tout d'économie proprement dit, puisqu'il n'y a eu aucune politique depuis 1900, aucune politique en termes économiques qui a été mise en place depuis 1999. Et en plus de cela, cette manifestation regroupe également tout l'aspect de mécontentement par rapport aux fraudes électorales qui se sont déroulées à Djibouti lors des législatives du 22 février. Et donc c'est pour nous une occasion de démontrer non seulement au gouvernement anglais que tout ce qui se passe à Djibouti est non seulement un véritable mensonge, mais également prouver que la situation économique et politique qui traverse dans cette crise d'ailleurs par rapport aux fraudes électorales qui se sont passées est quelque chose que le monde doit savoir. Donc la vérité doit également venir, et c'est ce qui se passe, que ce soit dans cette capitale ou que ce soit à Paris comme à Bruxelles, de démontrer au monde que non seulement les Djiboutiens en ont ras-le-bol de cette situation-là, mais qu'effectivement on a besoin que le monde sache la vérité du fait que déjà il y a vraiment un manque de liberté d'expression, que les médias ne peuvent pas, même les médias étrangers ne peuvent pas aujourd'hui venir sur les territoires djiboutiens. Voilà, donc cette synergie-là nous permet finalement de rejeter non seulement la politique et le régime d'Ismaïl Omar Guelleh, mais en même temps de dénoncer également les dérives qui s'y passent à Djibouti, les dérives dictatoriales si j'ose dire. Voilà. Depuis les élections, donc depuis à peu près 2 mois, on assiste effectivement à une forte mobilisation de la diaspora djiboutienne à travers le monde, mais aussi à l'intérieur du pays, ce qui est assez inédit. Quelle est votre analyse de cette situation-là? Et alors, est-ce que ça a provoqué quelques réactions de la part du régime? Eh bien écoutez, de toute façon, si on peut dire que depuis 1999, le régime a parfaitement joué son rôle, mais par contre, il a quand même permis aujourd'hui de créer cette dynamique de l'ensemble justement des Djiboutiens contre ce régime-là lui-même. Donc cette dynamique-là dépasse la frontière djiboutienne et dépasse largement les frontières également. Donc effectivement, malgré les contestations à l'intérieur, malgré le peu de choses que nous savons, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. C'est une des raisons pour laquelle les informations, ou du moins la situation à Djibouti est relayée. C'est ce qui nous permet également, nous, de prendre la suite pour pouvoir également les relayer physiquement, médiatiquement, etc. Donc il est vrai que maintenant, depuis, au-delà de toute cette mobilisation-là, il faut se dire qu'aujourd'hui, la République de Djibouti traverse une crise politique très profonde. Départ déjà la constitution de 2 assemblées nationales, une légitime, parce qu'elle relève justement du suffrage du peuple de Djibouti, et l'autre illégitime, parce qu'on s'est octroyé pleinement justement cette constitution d'une assemblée du moins non démocratique. Donc dans cette situation-là, effectivement, nous, notre rôle en tant que diaspora, que ce soit de l'opposition ou même de personnes lambda, de pouvoir créer cette synergie-là et aider également l'opposition de l'intérieur, ébruiter le plus de choses sur les dérives qui s'y passent, les arrestations, et notamment l'un des leaders de l'opposition en ce qui concerne, je voudrais dire en fait M. Daher Ahmed Farah, qui est le président du MRD, emprisonné aujourd'hui sans aucune raison valable. Donc voilà, ce sont des situations que nous dénonçons et que nous continuerons à dénoncer. Il faut qu'également l'opposition de l'intérieur sache qu'elle n'est pas tout seule dans cette lutte, dans ces combats, qu'il y a la diaspora, il y a l'opposition de l'extérieur qui mène également ces combats auprès d'elle, et que nous jugeons aujourd'hui vraiment dans les jours à venir, dans les mois à venir, de constituer vraiment une synergie d'ensemble pour faire vraiment dégager les régimes actuels. Alors peut-être une dernière question, on sait que Djibouti est un endroit à ce point stratégique qu'il est particulièrement difficile de faire bouger, ne serait-ce qu'un petit peu, les positions de la communauté internationale présente dans la région et à Djibouti en particulier. Est-ce que vous sentez depuis quelques semaines ou quelques mois des avancées, des changements d'attitude, de position par rapport au régime? Tout à fait, exactement, de la part de la France, puisque en fait, si on résume quelque part la communauté internationale, les grandes puissances qui sont aujourd'hui stationnées à Djibouti, notamment la France, les États-Unis, commencent justement à prendre conscience
d'une situation dont on ne peut pas constamment, indéfiniment, excusez-moi, passer sous silence. Donc il y a eu des positions françaises, il y a eu des positions également et très récentes de la part des Américains qui dénoncent effectivement le manque de liberté, le manque de, comment dirais-je, de beaucoup de choses, en fait, si j'ose dire. Effectivement, oui, ça se passe. Mais par contre, nous devons également donner nous-mêmes, l'opposition de l'intérieur comme de l'extérieur, dégage également cette communauté internationale, la communauté internationale, de manière à pouvoir aujourd'hui démontrer que nous sommes capables d'apporter justement cette alternance démocratique. Cette alternance démocratique, et nous sommes conscients, doit être également accompagnée des véritables politiques, puisque quand je parle de politique, c'est politique économique et sociale également. Donc sous cet aspect-là, ce sont des choses que nous sommes en train de dégager pour vraiment et réellement préparer cette alternance. Donc oui, la communauté internationale est consciente. Aujourd'hui, elle trouve des interlocuteurs qui sont fiables, qui sont responsables et qui sont également matures de manière à pouvoir